Voix. Moi, j'appelle ce matin à ce que nous puissions constituer un front populaire avec des gens qui se respectent, des gens qui sont prêts aussi à faire fonctionner la démocratie en leur sein. Moi, ce à quoi j'appelle ce matin, c'est au rassemblement, à l'unité et à la clarté. Ce rassemblement, il doit se faire sur un programme qui est un programme clair, parce que c'est à ces conditions-là que nous serons en mesure de proposer une véritable alternative. La crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, mais elle a débouché sur le Front populaire en France. Il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. Et donc après la dissolution, les ex-alliés de la NUPES reprennent les négociations. La promesse d'un front populaire pour les législatives anticipées est la seule chance pour la gauche de résister au RN. Il reste à régler le sort des députés sortants et des candidats à l'investiture. Alors parlons vrai, la gauche majoritaire alors que le pays n'a jamais été aussi à droite, est-ce que ça vous semble plausible? Quelle pourrait être la base programmatique d'une coalition de gauche? Et à cette question, la NUPES peut-elle se reconstituer? Vous dites non à 77%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et pour nous accompagner, notre invité Olivier Roucan, politologue, constitutionnaliste et chercheur enseignant associé au CERSA. C'est le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette NUPES, Philippe, feu cette NUPES, est-ce qu'elle peut aujourd'hui revivre selon vous? Alors je tombe dans une sorte de mélancolie qui n'est pas mon genre. J'espérais qu'à la suite de ce désastre d'Emmanuel Macron hier et de la victoire du Rassemblement national, on ne parlerait plus du macronisme. On peut dire que d'une certaine manière, celui-ci est totalement battu en brèche. Mais j'espérais aussi que l'extrême gauche serait devenue profondément et démocratiquement pestiférée. Je constate, et j'en ai très peur, et c'est probablement une question à laquelle répondra Olivier Roucan tout à l'heure, que de nouveau l'emprise intellectuelle politique de Jean-Luc Mélenchon et LFI pose leur hégémonie à nouveau sur la gauche, alors que tout, depuis la majorité relative, aurait dû démontrer qu'LFI n'est pas une partie prenante et convenable dans le débat démocratique. Mickaël Sadoun. Moi, je suis pas très surpris par ce choix, parce qu'on peut pas dire que le PS ait été extrêmement clair non plus vis-à-vis de la France Insoumise, puisqu'il y avait même une dissension interne entre les gens qui étaient plutôt sous l'égide de Monsieur Faure et qui étaient plutôt pour une persistance du ralliement à Mélenchon, et une aile portée par Monsieur Glucksmann qui est pour reconstruire un peu, je dirais, une social-démocratie à l'ancienne, et qui était un peu plus en rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'autres, un groupe, Carole Delga, François Calfon, etc. Bon, tout ça, je sais pas si c'est des personnalités politiques qui ont assez de courage pour être dans une réelle rupture et pour l'assumer électoralement. Ces gens-là veulent quand même garder leur siège, ils veulent garder leur poste, et une dissension avec Jean-Luc Mélenchon, qui jusqu'à nouvel ordre est quand même le leader maximo de la gauche, ça aurait été peut-être un peu trop de courage pour ces gens-là. Et puis on voyait déjà que sur les plateaux hier, ils commençaient à se disputer entre eux pour savoir lequel allait prendre le plus de sièges. Certains relativisant le succès de LFI en disant qu'ils pourraient refaire un accord, mais en renégociant le nombre de sièges, parce que 9,9% de Manon Aubry, c'était quand même moins que 13,8% de Raphaël Glucksmann. Donc dès hier soir, en fait, tout le monde était en ordre de bataille pour cette union. Elle se fera, à mon avis, sous les conditions de LFI, parce que Jean-Luc Mélenchon reste une personnalité incontournable. On verra comment ça se passe. François de Rugy. Oui, on entendait François Ruffin dire ah mais c'est comme le Front populaire en 1936, etc. Bon, je l'invite quand même à un peu de modestie. C'est pas sa qualité première, mais invitons-le à cela, parce que le Front populaire de 1936, d'abord pas du tout les mêmes circonstances, mais surtout Léon Blum conduisait cette coalition de gauche, dominée à l'époque par le Parti socialiste, qui avait mené vraiment, on va dire, la bataille idéologique avec le Parti communiste 15 ans plus tôt. Il y avait eu le Congrès qui avait amené à la création de deux partis, et c'est la partie, on va dire, modérée, social-démocrate, parti de gouvernement, qui l'avait emporté, et les communistes ont accepté de se rallier, sur injonction de Moscou sans doute, de se rallier à Léon Blum, et il était clair que c'était Léon Blum qui gouvernerait, qui serait le Premier ministre. À l'époque, on disait le président du Conseil, ce qu'il a été d'ailleurs en 1936. Donc est-ce que là, cette alliance de gauche va nous dire qui
gouvernerait demain si elle gagnait? Qui serait le candidat au poste de Premier ministre? En 2022, c'était très clair. Il y a 2 ans, Jean-Luc Mélenchon avait dit Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Sur toutes les affiches, il y avait Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera Ruffin? En tout cas, on est très, 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 très loin de Léon Blum. Olivier Roucan, on est très loin de Léon Blum, mais qui peut prendre le leadership de cette éventuelle coalition? Je pense que à l'heure actuelle, il est trop tôt pour répondre à cette question. Bon, François Ruffin semble bien placé, mais il n'est pas le seul. Et je pense que les forces de cette gauche ou de ces gauches sont en recomposition. Emmanuel Macron, il a joué la crise sur la crise avec cette dissolution. Ce qui fait que des tas de forces sont en pleine recomposition. Et la question de Jean-Luc Mélenchon, vous dites homme fort. Bon, précisément, est-ce que c'est toujours l'homme fort de cette gauche en recomposition, Jean-Luc Mélenchon? La question se pose. Dans tous les cas, les rapports de force ont évolué. Et dans les négociations qui sont en cours, il faut que chaque partenaire adversaire tienne compte de cette évolution des rapports de force. Sinon, la négociation échoue. Donc, même si Jean-Luc Mélenchon reste une figure, il ne peut plus jouer le même rôle que celui qu'il a joué juste après l'élection de 2022. Et c'est à partir de là qu'un accord peut être trouvé. Deuxième remarque, si cette évolution s'opère, ce qui va compter, parce que la campagne va être très courte, au-delà des investitures, et à ce sujet, il faut tenir compte de la notoriété des sortants, mais aussi du jeu local, et ça c'est très difficile, c'est très complexe, parce que les députés, sont 577 circonscriptions. Au-delà de ça, il y a un espace, une visibilité que peut retrouver la gauche donc qui serait de gouvernement, puisqu'il s'agit de faire un contrat de majorité, une visibilité des propositions de gauche. Et ça n'existe plus depuis 2017. Ça peut avoir un effet sur l'électorat, y compris lorsque la campagne est courte. Parce que ça fait longtemps finalement que quelques saillances, quelques propositions fortes venues de la gauche n'arrivent pas à passer le périphérique. Là, il y a une opportunité. Est-ce que ces responsables politiques se saisiront de cette opportunité pour retrouver une crédibilité de gouvernement? C'est tout l'enjeu pour eux. Peut-être, Philippe Bilger, Olivier Roucan, peut-être à nouveau de ma part avec un peu de naïveté, je suis tout de même très étonné que les mois récents ont démontré la totale indignation de la gauche à l'égard des positions scandaleuses de LFI sur le Hamas, sur Israël, et que à peine le résultat des européennes acquis, eh bien, on pense déjà à recréer une coalition avec ce parti ONI. Est-ce que ça veut dire qu'en politique, les principes sont forcément battus en brèche par les intérêts? Alors, la question de Jean-Luc Mélenchon et de certaines factions au sein de LFI, de sa faction au sein de LFI est posée, mais on voit bien que il y a des différences qui se sont exprimées. D'ailleurs, au sein de LFI, il y a des nuances. Nous, dans le jeu des réseaux sociaux et des médias continus, nous simplifions souvent. Mais on ne peut pas, par exemple, dire que tous les militants et sympathisants de LFI étaient en accord, et ça s'est vu dans des enquêtes d'opinion d'ailleurs, avec l'expression de Jean-Luc Mélenchon et de quelques autres depuis quelques mois sur la question de Gaza. Et on ne peut pas dire non plus que toutes les personnes qui sont pour, par exemple, la solution des 2 États sur la zone, oui, ont des convictions antisémites. Donc voilà, il faut retrouver le sens de l'alliance, et c'est à partir de là qu'on verra la crédibilité de ces accords ou pas. Et je crois que ceci se pose sur la question de LFI, mais ceci se pose aussi sur d'autres
à l'autre bout de l'échiquier. Aujourd'hui, le Rassemblement national commence à négocier ou pas avec Reconquête. Le moins qu'on puisse dire est que ça peut poser aussi des problèmes et des questions de principe. Mickaël Sadoun, et après on part au 0826 300 300. Avec Diane qui nous attend. Non, moi je voulais dire que je pensais malgré tout que Jean-Luc Mélenchon restait ce leader, malgré le rapport de force politique qui a évolué depuis la présidentielle, faute d'un candidat parmi la gauche. C'est-à-dire que François Ruffin n'a pas exactement la même prestance que Jean-Luc Mélenchon au sein des rangs de la France Insoumise et même ailleurs. Je pense que Raphaël Glucksmann n'est pas considéré comme une personnalité de gauche par beaucoup d'électeurs de la France Insoumise. Après, il y avait Manuel Bompard. Manuel Bompard, il reste quand même le porte-flingue entre guillemets. À un moment donné, il l'avait mis en avant. Il reste un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon avec quand même beaucoup moins de talent politique, beaucoup moins de culture, de profondeur historique. Il faut dire quand même une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un personnage politique, moi que je trouve assez hors norme en termes de talent. C'est-à-dire qu'il arrive à occuper la scène médiatique en permanence, malgré le fait qu'il n'occupe plus de fonction électorale. Il a même dominé toute cette sélection européenne. C'est lui qui a mis Rima Hassan devant Manon Aubry en faisant de la Palestine le thème fondamental de sa campagne, ce qui au final a quand même payé. Et j'en terminerai par là. C'est que le concept de diabolisation ne s'applique pas à Jean-Luc Mélenchon et à la gauche. Je ne sais pas si c'est quelque chose de structurel dans le cœur des Français, mais malgré les sorties scandaleuses de LFI, malgré leur position extrémiste, évidemment, M. Roucan a raison. On peut être pour une solution à deux États et être tout à fait modéré. D'ailleurs, personnellement, je suis favorable. Mais malgré ces positions totalement extrémistes sur le conflit, ils n'ont pas réussi à susciter une diabolisation particulière de la part des médias, de la part des Français, et leur score a encore augmenté. Je ne sais pas quoi faire à ça. Direction Perpignan. Bonsoir Diane. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Eh bien, vous vouliez réagir sur la NUPES de retour ou pas? Non, moi, comme l'a dit le monsieur, moi je trouve que oui, peut-être pour les médias, mais pour les gens, moi je vois, moi je parle à mon nom propre, pour moi, non, je ne voterai jamais plus LFI. Et les PS, s'ils venaient à se mettre avec LFI, mais alors je ne voterai même plus jamais pour eux, c'est fini. Mais même, et les Verts, alors là, mais c'est simplement pour avoir des bancs. C'est tout. C'est simplement leur carrière. C'est inadmissible. Vous vous rendez compte quand même qu'il a manifesté avec des terroristes. C'est quand même dingue que même les médias... Alors, je dirais pas des terroristes avec des islamistes où il y avait des cris à Allah ou Akbar. Je corrige. Voilà, entre guillemets, voilà. Donc, le problème, il est que on dit que c'est le RN qui est éclairien, mais là, actuellement, c'est le LFI qui est éclairien. Il a monté... Non, pas éclairien. Attendez, qu'est-ce que vous faites avec le RN? Tout le monde dit que c'est des éclairiens. En gros, on l'a entendu à la télé, tout ça. Oui, ils ont tort aussi. Non, mais dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Les deux ont tort. C'est aussi outrancier dans un sens que dans l'autre. Il faut tout à fait. Donc si on se le permet pour le RN, on peut se le permettre pour le LFI. Pourquoi pas eux? Qui c'est qui a monté qui c'est qui monte le tout contre Israël? Qui c'est qui a monté tout cet antisémite en France actuellement? C'est bien le LFI. Non mais Diane, ce qu'on dit, c'est parce qu'ils le font qu'il faut qu'on le fasse aussi. C'est ça. C'est juste ce qu'on dit en fait. On ne fait que. Le terme d'hitlérien est un peu fort. Oui, mais sur le fond dans les deux cas, je peux être d'accord avec vous. Mais Olivier Roucan, on a souvent parlé du fameux cordon sanitaire pendant des années au niveau du RN. Est-ce que là, l'opposition, enfin la majorité ou ex-majorité pourrait dire il faut un cordon sanitaire sur LFI? La majorité actuelle, vous voulez dire? Oui, la majorité actuelle dirait là vous êtes disqualifié si vous êtes associé avec LFI pour les législatives. Semble-t-il que ce qui a été plus ou moins dit hier, puisqu'on a parlé de rassemblement des modérés, d'un arc républicain. Oui, mais l'arc républicain, il est à géométrie variable pour Emmanuel Macron. Une fois le RN est dedans, une fois il n'y est pas, et une fois il rencontre Jean-Luc Mélenchon dans les rues de Marseille, il dit vous êtes un adversaire, et le RN est un ennemi. Alors vous savez, c'est comme le vent, ça tourne. C'est ça, donc c'est ce que j'allais dire. Donc l'arc républicain, c'est un peu à géométrie variable. Je crois que ce qui compte finalement, c'est l'évolution des rapports de force. Et si nouvelle organisation il doit y avoir d'une gauche de gouvernement,
ça sera les limites qui seront posées par les parties prenantes de cet accord. Et c'est là que nous aurons la réponse à votre question. Et dans un nouvel accord éventuel, ils ne pourront pas passer à côté de cette question. Mais les limites, elles seront là. Alors, on ne peut pas répondre à leur place. Et la question de Jean-Luc Mélenchon et de son noyau rapproché, c'est de savoir, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la qualité politique et de stratège de cette figure, elle est certaine, mais c'est de savoir jusqu'où il veut aller dans la stratégie qui est la sienne depuis 2022, qui est un peu la stratégie du chaos. Merci beaucoup. Est-ce qu'il continue ou est-ce qu'il en change? Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue constitutionnaliste et enseignant-chercheur associé au CERSA, qui est le Centre d'études et de recherche en sciences administratives et politiques de Paris 2. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Notre gagnant du jour, on lui fait un petit coucou. Bonsoir Véronique. Véronique était avec nous, bonsoir. De Montauban. Oui, bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Eh ben, on est ravis de vous accueillir, Véronique, puisque vous avez gagné un séjour de 2 personnes au Parc Futuroscope pour 4 personnes de 2 jours. Une nuit d'hôtel, petit déjeuner, entrée au parc sur les 2 jours. Et on est ravis de vous offrir ce magnifique cadeau offert par Sud Radio et le Futuroscope. Vous allez partir avec qui? Avec nous? Avec mon mari et mes 2 fils. D'accord. Ils vont être ravis parce qu'on en parlait à midi justement de ce parc, donc c'est fabuleux. Et ben voilà. Vous enverrez une carte postale ainsi qu'à Michael Sadoun qui a dit le 5e appel. C'est un peu grâce à lui. Exactement. J'espère que vous allez bien profiter. Vous savez que c'est le 2e parc le plus fréquenté de France. Ouais, donc, c'est génial. C'est vrai qu'on y est allé il y a 15 ans, on avait beaucoup aimé. Donc je remercie vraiment toute l'équipe et félicite l'équipe de Sud Radio et le choix de ses invités également. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous. Et on est ravis de vous offrir ce joli cadeau. Merci beaucoup François Drogy. Merci beaucoup Michael Sadoun. Merci beaucoup Philippe Bilger. Dans un instant, spécial G500 citoyens. 1 an après, 40 résolutions et un 3e sommet qui se prépare. On va parler bien entendu de démocratie. On vous en parle dans un instant. À tout de suite. On sera ensemble jusqu'à 20h.